Voilà, on est là aujourd'hui pour ce programme Éco6 qui est organisé par la FRAPNA et le GIET. Alors le GIET, c'est le groupement international d'études transdisciplinaires qui est présidé par Frédéric Jacquemart. Et la FRAPNA, c'est la Fédération des associations de protection de la nature d'Ardèche. Donc on est une association basée donc en Ardèche, à l'Argentière, et moi je suis salariée de cette association. À la FRAPNA, on s'occupe donc de protection de la nature, on fait différents types d'actions, de l'éducation à l'environnement, de l'expertise naturaliste, de la veille écologique, et on travaille notamment pas mal sur la forêt. On a créé il y a 2 ans un observatoire des forêts d'Ardèche qui a pour objectif de rassembler un petit peu tous les acteurs de la forêt et du territoire, et qui est en fait un espace d'échange et de concertation sur les projets forestiers du territoire. Puisqu'en Ardèche, la forêt représente plus de 50% du territoire, donc c'est une préoccupation qui est partagée par un grand nombre d'acteurs et qui ont l'habitude de travailler ensemble, etc. Et donc, c'est dans ce cadre, en essayant de relancer cet observatoire-là, qu'on lance le programme Éco6. Éco6, donc, pour vous présenter brièvement, c'est écologie systémique. Le but, c'est un programme qui est pas tout à fait classique dans le sens où c'est pas un programme où on a des objectifs fixés, on sait exactement où on va, etc. L'idée, c'est vraiment de mener une réflexion conjointe, partagée avec les acteurs de la forêt sur la gestion de la forêt et des autres milieux naturels de manière générale, mais principalement sur la forêt puisque on a l'habitude de travailler là-dessus. Mais du coup, c'est de mener cette réflexion commune sur la forêt et sur les enjeux qui pèsent sur la forêt, le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité, bref, toutes ces petites réjouissances, et notamment une problématique qui est de plus en plus mise à jour, c'est l'émergence d'un nombre de plus en plus important de maladies infectieuses. Et donc, voilà, toute l'idée, c'est de réfléchir sur l'avenir des forêts et des milieux naturels. Et pour mener cette réflexion, en fait, ce qu'on va proposer, c'est une méthode de travail entre des chercheurs qui travaillent sur la complexité des systèmes naturels ou des systèmes de manière générale, des épidémiologistes, des mathématiciens, bref, tout un tas de chercheurs qui, pour nous, sont pertinents sur cette problématique, et de les faire travailler avec des acteurs, donc les acteurs un petit peu de l'Observatoire des forêts, voilà, qui ait une réflexion qui se mette en place entre la recherche et les pratiques de terrain, euh, pour pouvoir avancer et prendre les meilleures décisions possibles à l'égard des écosystèmes à l'avenir, et face à tous les enjeux auxquels nous sommes confrontés. Donc, peut-être que ça ne vous a pas échappé. Aujourd'hui, on n'a pas spécifiquement de présentation sur la forêt, mais c'est voulu. En fait, l'idée, c'est pas de donner des propositions de gestion des forêts ou de dire ce qu'il faut faire ou pas. C'est vraiment de partir de réflexions théoriques et de voir ce que ça peut donner sur le terrain. Donc voilà, aujourd'hui, on est là pour discuter. Et je remercie d'ailleurs tous les acteurs de la forêt qui sont présents aujourd'hui. Je pense que les discussions ne seront que plus riches. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, à chaque fois qu'on aura une intervention, ensuite, on aura un temps d'échange qui est ben voilà, vraiment ce qu'on a envie de faire avec ce projet. Euh, et puis, et ben voilà, maintenant je vais laisser la parole à Frédéric Jacquemart qui va vous présenter un petit peu plus le programme Éco6, et ensuite on passera sur les interventions avec en premier Janine Guespin. Frédéric, je te laisse la parole. Donc, pour nous, aujourd'hui, évidemment, c'est un jour important parce que je ne vous cache pas qu'on l'attend depuis fort longtemps. Et on travaille sur ce programme depuis plusieurs années. C'est une déclinaison d'un programme plus vaste qui s'appelle la métamorphose culturelle parce que nous estimons que les grands problèmes du monde moderne sont liés à une forme de pensée qui est très ancrée dans notre culture, qui a été tout à fait valide
autant que ce terme puisse vouloir dire quelque chose, depuis la nuit des temps, mais maintenant, le monde a suffisamment changé pour ne plus être compatible avec cette forme de pensée-là, qui est une pensée analytique, réductionniste, et qui doit être recontextualisée dans un ensemble plus vaste. Alors, une étape vers ce changement culturel, pour nous, passe par l'approche que nous dirons complexe, c'est-à-dire qui s'oppose à cette vision analytique qui voit le monde comme un puzzle avec des petites pièces qu'on peut analyser à part et remettre ensemble ensuite. Et nous avons pensé qu'il y a des gens, dont certains sont présents ici et interviendront, qui demandent à ce que c'est de la réflexion sur notamment les maladies émergentes, mais d'autres cas, soit abordés d'une manière systémique d'une part, et d'autre part avec des acteurs de terrain qui soient des professionnels concernés par le domaine, comme nous ici en Ardèche avec la forêt, et des politiques, et aussi la société civile. Alors, ce qui est, à notre sens, assez compliqué à mettre en route à un niveau général, mondial, comme on essaye de le faire, est beaucoup plus facile à réaliser dans un petit département comme l'Ardèche, où tout le monde se connaît un peu et qui est beaucoup plus dynamique et pour lequel on pourrait être un exemple et on espère qu'il ensuite fasse tache d'huile. Donc on a la démarche un peu inverse, on ne part pas du global, on va partir d'un petit département et on va essayer de réussir à lancer un mouvement. Voilà. C'est simplement extrêmement ambitieux. Eh bien, tant pis, il ne faut pas hésiter à l'être. Et ce qui nous a marqué, c'est que c'est l'adhésion absolument immédiate des scientifiques et des philosophes que nous avons contactés au départ, il y a quand même quelques années maintenant, pour réaliser ce programme. On a eu également un appui assez rapide et étonnant aussi de la part des politiques que nous avons contactés, notamment du conseil départemental de l'Ardèche, et qui nous a soutenus d'emblée. Et d'ailleurs, le président du conseil départemental, normalement, s'il n'y a pas de problème matériel, viendra dire quelques mots tout à l'heure pour marquer son intérêt pour notre programme. On est donc dans des conditions assez uniques pour réussir cette expérience qui consiste à introduire la pensée complexe dans la réflexion pratique et la gestion des milieux naturels. Et ceci, évidemment, pour répondre au problème des maladies émergentes, mais le problème des maladies émergentes pour nous, c'est qu'il fallait trouver quelque chose qui ait du sens pour tout le monde, qui puisse toucher les gens, parce que la théorie est intéressante, mais elle ne change pas les comportements. Il fallait donc trouver un moyen de concrétiser cette pensée du complexe. Et c'est donc par des problématiques pratiques de gestion de la forêt, gestion des milieux naturels. On a aussi l'intérêt de la Chambre d'agriculture. Je ne sais pas si les représentants de la Chambre sont arrivés, mais ils nous ont marqué leur intérêt pour notre démarche. Et bien entendu, nous avons en tête les grands problèmes qui sont derrière, c'est-à-dire bien sûr le changement climatique,
qui va être à la fois un problème et un acteur des autres problématiques, l'effondrement de la biodiversité, l'émergence de la violence réactionnelle, et ceci est un thème très fort de la métamorphose culturelle, on n'en parlera pas dans le cadre d'Ecosis, mais néanmoins ça nous préoccupe énormément puisque cette dissolution des liens dont on parlera tout à l'heure aboutit au niveau de la société, à une perte de sens, et la perte de sens se traduit inévitablement par des violences qui n'ont pas d'objet, qui sont juste là pour dire j'existe, et qui sont absolument terrifiantes. Et c'est évidemment une de nos préoccupations majeures que d'essayer de prévenir l'émergence de ces violences réactionnelles. Encore une fois, c'est une thématique que nous développons dans le programme de la métamorphose culturelle que nous faisons aussi entre la GIET et la FRAPNA. Et puis bien sûr, ceux qui sont très attentifs auront peut-être remarqué, on a l'émergence des maladies infectieuses qui est un problème aussi du dérèglement systémique que nous avons engendré et qui a des conséquences sur lesquelles je n'ai pas besoin de m'attarder. Alors, le rapport entre ce thème des maladies infectieuses et l'approche complexe et puis la part des gestions naturelles, ce sera plus clair après l'intervention de Serge Morand qui nous a fait l'amitié de venir. Et alors, il vient de très loin, hein, puisqu'il est en Thaïlande, et donc son effort est apprécié. Donc, je vais juste d'une manière caricaturale, et puis alors là, je vous prie de m'excuser de ce caractère caricatural, de mettre en scène les notions de quantité et de fréquence, parce qu'on a assez tendance à ne considérer que l'aspect qualitatif des choses et pas les aspects quantitatifs. Or, à partir d'un certain seuil, la quantité devient de la qualité. Donc l'émergence des maladies infectieuses, elle est fortement liée à la fréquence des contacts entre les populations d'une certaine taille, la taille des populations, la fréquence des contacts. Ce sont des données pertinentes. Alors, on va imaginer qu'une population de cacozoaires, par exemple, le cacozoaire, ça veut dire étymologiquement sale bête. Voici une représentation de cet animal. Donc, on a une population de cacozoaires qui héberge une certaine population de virus, et puis à la fréquence de une fois tous les 1000 ans, il y a une mutation. C'est une mutation profonde, par exemple un réarrangement des morceaux d'ARN, par exemple. Grande mutation qui provoque une pandémie catastrophique dans l'espèce humaine. Donc tous les 1000 ans, on a ça statistiquement. Alors admettons maintenant qu'on se mette à élever ces charmantes petites bêtes et qu'on multiplie par 1000 la population, ce qui n'est pas une hypothèse absurde, alors à ce moment-là, on aura une pandémie catastrophique tous les ans. Pourtant, il y a toujours eu des cacozoaires, il y a toujours eu le virus, on a toujours chassé, mangé cet animal, etc. On a toujours fait ça, on a toujours fait ça. C'est une caricature, hein, j'ai pris un seul des paramètres, bon, ce qui est tout à fait insuffisant, mais néanmoins, cet aspect quantitatif doit être pris en compte. Je vais faire une deuxième caricature, hein, ce sera la dernière, c'est promis, qui va introduire la notion de système complexe et de maladie émergente. Alors, un système complexe naturel, par exemple, c'est une cellule, un organisme, une société, un écosystème, une forêt, c'est composé de très nombreux éléments. Et ces éléments sont connectés entre eux, ils sont connectés d'une manière dynamique et selon une organisation. Ce n'est pas n'importe quoi, lié n'importe comment, et tout n'est pas lié avec tout. C'est selon une organisation qui elle-même est, on va dire, issue de l'histoire du monde, c'est l'auto-organisation des systèmes naturels. Il y a beaucoup de hasard dans cette organisation et dans son histoire,
mais cette organisation n'est pas n'importe quoi. Et ça, il faut le comprendre, puisqu'on a cette co-construction des éléments et de l'organisation qui donne ces émergences. Donc, même si l'ensemble de la vie provient effectivement de n'importe quoi, en tout cas, c'est une hypothèse enfin, c'est une position que l'on peut avoir, enfin, qui est la nôtre. N'importe quoi n'est pas quelque chose. Et cette émergence de quelque chose à partir et par le hasard est un thème qui est très important de la complexité. Et on sera amené à y revenir dans nos travaux ultérieurs parce qu'ils sont assez fondateurs d'une forme de pensée qui n'est pas classique. Donc, dans un écosystème, les populations des êtres qu'il compose sont contraints par l'ensemble des autres selon l'organisation de l'écosystème. Bien sûr, ces populations fluctuent, mais dans certaines limites qui sont imposées par les relations qu'elle a avec les autres populations et les autres individus. Si un élément extérieur vient perturber cette organisation-là d'une manière significative, les contraintes qui concernent ces populations vont être modifiées. Donc, si une population qui est réprimée par d'autres ne l'est plus, elle va pouvoir croître. C'est bien clair. Donc, si on prend le changement climatique est lui-même une résultante des activités humaines sur l'écosphère. Le changement climatique va localement provoquer des migrations des espèces vers le nord, qui vont aller chercher la température idéale, et s'ils sont en montagne, ils vont monter vers le sommet. Et bien entendu, les migrations ne vont pas se faire à la même vitesse. Selon les espèces, un jet, ça va plus vite qu'un chêne. Et puis, il y a les nouveaux éléments qui viennent de plus au sud ou de plus bas, qui vont rattraper ceux qui vont le moins vite et changer ainsi la composition des écosystèmes. Et donc, on a des ruptures multiples des liens qui constituaient l'organisation des écosystèmes, avec finalement le risque d'effondrement dont parlera Sonia Kefi tout à l'heure. Enfin, en attendant cet effondrement, il se passe quand même pas mal de choses et on a une libération d'une partie des contraintes et du coup qui laisse place évidemment à la disparition de certaines espèces qui refont en plus de la place, entre guillemets, mais aussi à la prolifération d'autres puisqu'elles ne sont plus contraintes par ce qui normalement limitait leur prolifération. Donc on a des changements aussi dans l'occupation géographique par certaines populations. Là, je pense que Serge Morand nous en parlera largement. Alors, là aussi, on est dans la caricature. Hein. Ne l'oublions pas, je prends juste essayer de faire comprendre certaines données qui, pour nous, sont importantes. Quels sont les êtres qui ont la plus forte dynamique et qui donc vont immédiatement occuper un espace laissé libre? C'est évidemment les micro-organismes, les virus et les bactéries, qui sont les premiers à se manifester, en tout cas qui en ont la potentialité. Il faut avoir une idée de cette dynamique. Si on prend par exemple une bactérie, je prends Escherichia coli, une bactérie banale, se divise, si elle n'a pas de contrainte, se divise toutes les 20 minutes. Ça veut dire que je prends un tube à essai, je mets du milieu nutritif dedans, je mets une bactérie. Le lendemain matin, parce que je l'ai fait le matin, donc 24 heures après, il y a 1 million de bactéries dans le tube. Et on voit bien qu'on n'est pas du tout, nous, à la même échelle de capacité dynamique. Alors évidemment, dans la nature, en dehors du tube à essai, si on ne mettait plus de contraintes, ce serait des milliards de milliards, et très rapidement, et avec une augmentation proportionnelle du nombre de mutations génétiques et épigénétiques, hein, qui vont permettre
d'envahir et de s'adapter à de nouveaux milieux et à de nouveaux êtres. Et je ne parle pas des virus qui ont un potentiel encore supérieur aux bactéries. Puis ensuite, c'est un peu moins explosif quand même, c'est un peu plus dans notre ordre de grandeur, mais c'est quand même très dynamique. On a des insectes, certains insectes, puis les rongeurs qui vont être capables de proliférer. Les insectes et les rongeurs, eh bien, ce sont de grands vecteurs ou réservoirs de pathogènes, virus, bactéries, parasites, et qui donc vont pouvoir proliférer aussi. On a donc des changements du paysage infectieux qui va se manifester simplement, oui, du fait des modifications que l'on a introduites dans l'organisation des écosystèmes. Alors, c'est vrai qu'avant d'arriver avec nos gros sabots, voilà, munis de machines de plus en plus sophistiquées et puis de produits artificiels qui sont de plus en plus agressifs, il serait quand même pas mauvais de se rappeler qu'il y a dans le monde quelque chose comme 10 puissance 31 virus. J'ai l'habitude de le comparer à l'âge de l'univers mesuré en secondes, qui est de 10 puissance 17. Donc 10 puissance 31 virus, 10 c'est 1 avec 31 zéro après, hein, c'est quelque chose d'inimaginable. Ces virus avec lesquels on a coévolué, ça c'est très très important, cette coévolution, cette adaptation historique que l'on a les uns avec les autres dans l'évolution des systèmes. Et donc ça se passe quand même pas trop mal. Enfin, avant de tout bouleverser, il faut se demander si on ne bouleverse pas aussi l'organisation des systèmes qui sont très résilients, mais jusqu'à un certain point. Alors, ou bien on se dit qu'on ne peut pas faire grand-chose, et on continue à penser et à agir comme d'habitude. Et alors, comme l'annonce le Global Virome Project, eh bien, il n'y a plus qu'à se préparer à la prochaine pandémie et aux prochaines pandémies. Ou bien alors on recontextualise l'approche analytique classique qui mène à ces désastres annoncés. Et pour ça, une approche systémique, globale, holistique, comme vous voudrez, il n'y a pas de très bon terme. Cette démarche-là est nécessaire. Et puis, c'est ce que nous proposons en Ardèche de mettre en œuvre à travers le programme ECO6, dont le programme présent constitue le lancement. Je vous remercie.